justement et toutes les ficelles de celui-ci. Pour vous, Madame Gillot, oui, Madame, Mademoiselle, Madame. Mademoiselle. Marie-Agnès, c'est ça, on va vous appeler comme ça. J'ai une question. Vous, votre mentor, à mon avis, c'était votre professeur dès l'âge de 6-8 ans qui vous a conseillé de passer le casting pour l'opéra. Oui, c'est un concours, mais... Voilà. Monsieur Cohn-Bendit, je ne sais pas qui a été votre mentor. Je sais juste que vous êtes lancé dans la politique en 1981, il me semble. Il y a Ouais, mais j'étais un vieux croulant déjà. Ouais, c'est vrai que vous avez fait 68, la révolte étudiante, tout ça, vous étiez déjà bien présent sur la scène. Mais de 78 à 81, j'ai pas trouvé d'informations sur vous, donc je me suis dit... C'est 68 à 78 où il a disparu de France, mais après il est revenu. Et donc justement, étant donné que le thème de ce soir c'est la transmission, la motivation, la réussite, via votre mentor justement, on vous a transmis un métier dans quelques domaines qui soient. J'aimerais savoir si à notre époque, il est vraiment possible de rencontrer une personne comme ça, qui prend le temps de nous apprendre le métier à nous, jeunes, ou alors ça passe au contraire avant par une sorte de piston où c'est réservé à une catégorie bien définie ou une catégorie sociale. Et la transmission se fait uniquement après le piston. Tu veux répondre, Daniel? Moi j'ai une réponse, mais... Mimi. Moi je voudrais dire que le piston ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'essence dans la voiture. C'est-à-dire qu'on peut être pistonné, c'est facile. Hein. Moi, j'ai pas couché pour réussir. Personne ne me l'a demandé, hélas. Mais je crois que s'il n'y a rien derrière, le piston, ça marche un moment, mais ça marche pas. Après, effectivement, on a des modèles, on a des gens qu'on admire, dont on sert, mais tout ça... Moi c'était Fugain, mais c'était qu'une école, mais c'est... Surtout, c'est des tremplins après. Mais si t'as rien derrière et quand tu sautes, tu t'écrases, je crois que le piston, ça sert pas à grand-chose. Faut quand même qu'il y ait un minimum de talent. Marie-Agnès, un commentaire sur la question générique de... Oui, je dirais qu'il faut beaucoup travailler, comme bien sûr, mais je dirais que le talent et la connaissance de soi se développent assez tardivement. Et donc... pour atteindre cette excellence, il n'y a que le temps, la qualité et le travail, en attendant. Et bien sûr, il faut du talent au départ, mais le talent simple, ça sert à rien. Le talent sans travail, ça sert à rien. D'accord, merci beaucoup. Dany, c'est à votre tour, mais en 1:30, je vous demande de bien vouloir dire à ces jeunes gens ce que vous souhaiteriez qu'ils retiennent de vous aujourd'hui, hier, demain. Écoutez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, vraiment ce qu'il faut, c'est avoir envie de quelque chose. Il faut avoir confiance en soi-même, prendre la confiance, même si on n'y arrive pas. Il faut se dire que je veux y arriver, il faut prendre sa vie en main. Il faut dire, on est maître de sa vie, on peut être maître de sa vie. Moi, je suis né, mes parents, vous l'avez entendu, sont morts assez jeunes, mes parents étaient des réfugiés. Et puis, alors on peut faire des tas de conneries dans sa vie, hein, et ça ne veut pas dire que ça va toujours marcher. Mais que si on se dit bien qu'on est maître de sa vie, qu'on est capable justement de réorienter sa vie, eh ben, à la fin, on peut être vraiment heureux. Heureux, ça ne veut pas dire qu'on a tout bon. Ça veut simplement dire qu'on se retourne un peu, parce que je suis un vieux maintenant, j'ai 68 ans, hein, et de dire, bah, c'était pas mal. C'était pas mal ce que j'ai fait, j'ai eu une belle vie, voilà, je suis content, j'ai un fils, ma femme a un autre, donc j'ai 2 fils en vérité, ils sont bien, il y en a un qui fait du cinéma, l'autre qui fait des études de sciences politiques, il est entraîneur de foot, je suis président de son club de foot, voilà, c'est ça, c'est... L'envie de vivre, c'est ça qui vous fait gagner. Alors, si vous pleurnichez, ça va être dur. Merci, Dany. Hein? Alors, première question pour Dany. Qui se lève le premier? Oui, je vous en prie. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Inès, j'ai 17 ans, je suis élève en terminale L. Et donc, Monsieur Cohn-Bendit, avant de vous poser ma question, je vais vous lire une citation d'un philosophe français contemporain, Pierre Rabhi. Donc, d'après lui, on voit s'ériger des générations d'enfants qui, faute d'un éveil à la vie, sont réduits à n'être que des consommateurs insatiables, blasés et tristes. Donc moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Et surtout, vous qui avez fait mai 68, qu'est-ce que vous avez à dire à notre jeunesse qui, enfin moi, je trouve, est de plus en plus désintéressée et désengagée pour qu'elle se sente concernée par la politique et par son avenir? Alors,
Pierre est un peu catastrophiste. Hein, c'est-à-dire qu'il voit une chose, il voit une partie de la réalité, il explique, c'est vrai que la société de consommation, elle scotche les générations et les jeunes, mais aussi les vieux, etc., d'une certaine manière, elle les oriente que dans une direction. Maintenant, sur les jeunes, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a des tas de mouvements, il y a des tas de jeunes qui s'engagent. Il faut faire très gaffe de dire les jeunes générations. En 68, c'était qu'une minorité de jeunes qui sont montés au créneau. Donc, je crois que c'est beaucoup plus difficile d'être jeune aujourd'hui que d'être jeune en 68. En 68, on était prométhéens. On disait, le monde nous appartient, la vie nous appartient, et on disait aux générations d'avant, laissez-nous vivre, on veut nous-mêmes maîtriser notre vie. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont peur du chômage, ils ont peur de la catastrophe, enfin ils ont peur, ils sentent la menace de la catastrophe écologique, il y a le problème de la sexualité, du sida, etc. Donc, les jeunes vivent dans un monde, ou grandissent dans un monde angoissant. Et je crois que ça, c'est difficile à vivre. Donc, je leur dis, collectivement, il faut dépasser l'angoisse, parce que l'angoisse, vraiment, vous ne vous permet pas de vous épanouir, mais même en même temps, je crois que cette société de consommation vous propose de faux rêves. Et c'est ça qui est difficile. Mais j'avoue que c'est dur d'être jeune. Je crois que c'est dur d'être jeune aujourd'hui. En tout cas, Dany, reste quand même le fond de cette citation de vous qui date de 68. Nous voulons un monde nouveau et original. Nous refusons un monde, ça j'adore cette formule, où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de périr d'ennui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On change rien. Mais c'est ça le problème. D'abord, la certitude de ne pas mourir de faim. Si on est en Afrique ou je ne sais pas où, ça, cette certitude, d'abord, on ne l'a pas. Hein, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où le rythme est tellement fou que le rythme devient anesthésiant. Et c'est là où, tout d'un coup, ça ne libère plus une imagination. Le risque, c'est que ça ne libère plus une imagination. Et s'il n'y a pas d'imagination, il y a l'ennui. C'est ça. Question pour Daniel Cohn-Bendit. Oui? Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Christelle Saval, j'ai 19 ans et donc moi je fais politique studio puisque je suis en 2e année de Sciences Po. Et Tu parles très vite aussi, hein? oui, c'est vrai. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Donc ma question c'est pour les élections européennes de 2014. Donc vous qui n'avez jamais été un candidat de dernière minute, j'aimerais que vous nous parliez de risque d'abstention massif et de recasage des perdants municipales qui est possible aux élections de 2014 puisque le dépôt des candidatures pour les européennes c'est 3 semaines avant. Absolument, voilà, vous touchez quelque chose, mais c'est très français, ça. C'est très français. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on n'a pas encore tout à fait compris l'importance de l'espace européen. Et donc, les politiques, ils y vont pas vraiment sérieusement à l'Europe. Ils ont échoué aux législatives, ils ont échoué aux municipales, et donc on les recase en attendant la prochaine échéance nationale ou régionale ou municipale. Et je crois que vraiment... il faut que la France, les Français comprennent que leur avenir dépend de notre capacité à faire l'Europe. Sinon, la France terminera dans le monde en ayant autant d'influence que le Luxembourg en Europe. Oh non! Ah, mais on peut vouloir être le Luxembourg, hein, c'est ennuyeux, mais ça va pas mal. Bon, mais c'est pas l'idée qu'on se fait de la France. La France ne peut être grande que si elle est forte dans une Europe forte. Mais c'est des choses qu'il faut répéter, et merci d'en donner l'occasion à Dany, c'est que pour vous, qui avez toujours navigué entre l'Allemagne et la France, qui avez été responsable ici et responsable là, et maintenant au niveau européen, ce sentiment européen, c'est presque votre signature. Oui, moi... Bon, mais c'est plus difficile à partager pour des mômes de chez nous, si j'ose dire. Non, je ne crois pas. Non, écoutez, tant mieux. Baladez-vous, prenez une ville comme Berlin. Vous vous baladez dans Berlin
vous voyez des jeunes de toute l'Europe. C'est presque la capitale culturelle de l'Europe aujourd'hui. Il y a des jeunes de partout qui viennent. Et les jeunes vivent beaucoup plus naturellement, quotidiennement, cette nouvelle réalité européenne. Mais on veut les scotcher. Non, mais vous êtes des jeunes Français. Oui, vous êtes des jeunes Français, autant que vous êtes des jeunes Européens. Et puis, demandez-leur la musique qu'ils écoutent. Ah, s'ils écoutaient que de la musique française, ils seraient complètement schlatch, non? Non, je veux dire. Mais c'est comme ça. Donc ne réduisons pas. Regardez les films et tout ça. Ne nous réduisons pas à une dimension. On peut être français, allemand, mais on est plus que ça. Et c'est gagner ce plus qui nous fait avoir plus. Autre question pour Dany. Oui. Bonjour Monsieur Dany, je m'appelle Benjamin, j'ai 24 ans, je sors d'école de commerce et je viens de quitter mon job pour fonder une association qui s'appelle Culturall pour engager un vrai dialogue social entre jeunes de Paris et jeunes de banlieue et favoriser les échanges culturels. Alors vous venez de fonder Europeans Now, un mouvement qui prône la reprise de l'intégration européenne et la remise au centre du système de la jeunesse pour pallier aux défaillances assez alarmantes de nos États-nations. Alors, plusieurs courants vous accusent encore d'entretenir le système bureaucratique tel qu'on le connaît déjà, tel qu'il existe, et qui est un facteur majeur de la résignation de la jeunesse aujourd'hui. Alors moi, j'aimerais savoir quelles sont vos propositions concrètes pour redonner aux jeunes leur énergie, leur motivation pour s'engager dans les défis socio-économiques, politiques auxquels on va devoir faire face dans les années à venir. Daniel. Alors, d'abord, il y a une petite erreur dans la question. Et l'erreur, c'est que je ne peux pas donner de l'énergie aux jeunes. Où les jeunes ont de l'énergie et ils se prennent un espace, où ça ne marchera pas. C'est un problème qui existe, pas seulement en France, c'est qu'on demande à la génération là, donnez-nous la possibilité. Alors, ce que je veux, d'un autre côté, c'est que ce genre d'association, par exemple, et ce qui est dramatique quand on voit les propositions du budget aujourd'hui, c'est qu'on réduit tout le budget pour les associations. Et les associations, c'est la vie. Les associations, ce sont des initiatives de la société civile, justement, pour faire évoluer les choses. Et ce que je propose, c'est qu'on donne ces capacités, on te donne ces capacités à toi, de dire, et quand on fait European Now, on dit, eh ben, jeunes, activez-vous, fais-moi une proposition. Si tu dis, Dany, voilà, on voudrait faire ceci, est-ce qu'on peut avoir une aide européenne ou ça? Eh ben, je suis prêt à t'aider. Mais c'est pas moi qui te donne la possibilité, c'est toi qui prends ta possibilité, et moi, alors, en fonction de ce que je suis aussi, je peux t'aider ou pas. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Et surtout, arrêtons de demander aux autres. Faisons. Il y avait en 68, les Américains, ils ne sont pas toujours très malins, mais des fois, ils sont forts. Ils disaient « just do it ». Fais-le de Dieu, fais-le. Et après, tu verras que tu pourras vraiment bouger des murs. Donc, Benjamin, vous voyez l'énergie de cet homme de 68 ans, mais regardez en 68, déjà l'énergie d'un jeune. C'est le 14 mai 68, dans la cour de la Sorbonne, première apparition télé de Daniel Cohn-Bendit. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les gens peuvent rentrer, il est évident que nous n'avons plus le droit d'être ici. Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne. Donc, ils occupent la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Vous trouvez pas qu'il est mignon? Ah oui. Ah, il était mignon, hein, il était mignon. Mademoiselle. Bonsoir, Amélie. Je suis en lettres à la Sorbonne et je prépare les concours de journalisme. J'ai une question pour vous, Daniel Cohn-Bendit. Lorsque vous étiez, vous êtes toujours député au Parlement européen en 99, les Verts ont connu un score mémorable. Et aux dernières élections, Europe Écologie a quand même fait 16%, ce qui est inédit. Et en tant qu'étudiante en journalisme, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous comprenez, comment vous avez atteint un tel succès. Quelles sont vos clés de réussite pour atteindre une rhétorique efficace et un certain charisme?
Les secrets de fabrication. Alors, disons les choses comme elles sont. Les Verts, à l'époque, n'allaient pas bien. Dominique Voynet, qui avait été candidate au présidentiel, avait fait 2%, 2,5%, etc. Vous n'avez pas la rhétorique. Hein. Ouais, puis bon, c'est la situation difficile. Bref, et tout d'un coup, on a eu l'idée à quelques-uns de dire il faut essayer d'ouvrir cette idée d'écologie politique et de le mettre vraiment en synthèse avec l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée Europe-écologie, les Verts, c'est-à-dire l'Europe et l'écologie. Et puis surtout, on a fait une campagne assez sympa, assez drôle. Il y avait de la musique. Il faut aussi faire une campagne qui donne envie, donner aux gens, tiens, ah putain, avec eux on s'amuse. Ah oui, on entend des choses et puis c'est agréable. Si vous allez faites une campagne électorale, c'est horrible, c'est terrible. C'est des mecs toujours avec des cravates qui vous racontent je sais pas quoi. Vous vous ennuyez, vous vous endormez. Ah c'est fini, tiens j'ai oublié. Il y a la moitié, j'ai même pas écouté, etc. Donc voilà, on a eu un moment, un sursaut. Ce qui est terrible, c'est que Europe Écologie et les Verts, ce qu'ils en ont fait maintenant, c'est pas brillant. Donc c'est dommage, parce qu'on avait ouvert les fenêtres de l'écologie politique, et malheureusement, ils sont en train de les refermer. Et la campagne d'Eva Joly, c'était malheureusement pas tout à fait ça. Ça manquait un peu de charisme, on va dire. Ce que vous avez. Je sais pas si c'est simplement du charisme, ça. Mais un jour, vous avez dit, je crois que c'était avant les années 2000, je suis narcissique, je l'avoue. Mais n'empêche que cette qualité de vous regarder en train de dire des choses auxquelles vous croyez profondément, mais de le faire comme un comédien, mais avec vachement de sincérité et de profondeur, ça compte dans l'impact. Oui, moi je crois d'abord, toute personnalité politique qui se présente devant les électeurs, donc qui fait des meetings. Moi parce que quand je veux dire, une campagne électorale, c'est tous les soirs, dans une autre ville, un spectacle. Bien sûr. Les gens, ils veulent que tu leur racontes une histoire, que tu leur racontes, que tu donnes de ta personne. Ils viennent pas simplement pour que dire 1 et 1, ça fait 2, 2 et 2, ça fait 4. Et je crois que, disons, le problème d'Eva Joly dans cette campagne, c'est qu'elle dénonçait le malheur du monde. C'est vrai que le monde nous rend malheureux. Mais c'est vrai aussi qu'on a envie d'autre chose. Faisons tout pour qu'il aille mieux. Voilà, pour qu'il aille mieux. Donc il faut qu'on donne, on donne quelque chose, on dit, ouais, avec eux, au moins, le monde, ça va s'améliorer. Bravo. Je trouve ça formidable d'avancer. C'est pour ça, Dany, qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que vous avez un plaisir, une vraie jouissance que nos amis ici peuvent avoir sur scène à divers titres, et que vous avez quand vous êtes sur une tribune, dans un micro. Vous défendez des convictions, mais on voit bien qu'il y a de la jouissance, vous l'avez profondément. Ouais, mais... Vous en tant que Dany tout court. Ouais, mais en tant que Dany tout court, voilà, j'ai 68 ans. Enfin, je suis un 68ard. Hein, je suis un vrai 68ard. D'ailleurs, j'ai fait une grande fête. Il y avait plus de 400 personnes. Et c'était, enfin, je suis un 68ard et fier de l'être. Hein. D'accord. Il faut lâcher maintenant. Il faut leur donner une chance. Donc moi, je veux bien aider, mais je quitte le Parlement européen. Après 20 ans, j'aurai 69 ans. Mais 69 ans. Ce que je voulais dire pour tous ceux... Il paraît que l'autre... Non, j'allais dire des gros mots. Monsieur Le Pen va se présenter à 84 berges pour les élections européennes. Il vient jamais à Bruxelles. C'est un emploi fictif. Je ne vois pas pourquoi moi je ferais la même chose. Hein, et je trouve ça indécent qu'un mec qui ne va jamais au Parlement européen, à part 4 jours à Strasbourg, touche 6 000 € par mois, simplement pour dire « je déteste l'Europe ». C'est combien? Merci. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Quel que soit votre engagement et votre... vous dites que vous ne faites plus de politique, enfin que vous allez quand même rester dedans, évidemment, d'une manière ou d'une autre, mais il y a un truc qu'il faut retenir, je crois, puisqu'on est aussi là dans la transmission, dans la force, 50 ans après, de votre message, c'est que quand on vous voit le 10 juillet 2008 au Parlement européen, vous adressant à Nicolas Sarkozy, alors que la France préside le Conseil européen.
Et vous évoquez la présence prochaine de Nicolas Sarkozy à l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Regardez toutes et tous cette émotion, cette force. Alors, il y a du charisme, mais il y a du charisme parce qu'il y a de la sincérité. Regardez, ça file des frissons. Je voudrais en venir maintenant au problème qui nous divise profondément. Vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux Olympiques. Bon appétit. Moi, je penserais à tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises. Moi, je penserais à tous ceux qui sont arrêtés. Moi, je penserais à tous ceux qui sont maltraités au Tibet. Et moi, je vous dis, vous aviez une occasion au nord de défendre les valeurs européennes, de la démocratie, de la liberté, en disant « Je ne participe pas à l'ouverture des Jeux à la mascarade du Parti communiste chinois ». Voilà ce que nous voulons. Et je vous dis que quand vous écrirez vos mémoires, vous regretterez ce que vous avez fait. Vous regretterez parce que vous verrez que ceux qui ont croupi dans les prisons, ils pleureront. Ils pleureront parce que ceux qui les mettent en prison diront « Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, le monde occidental ne veut que nos marchés ». Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. Et Daniel, Nicolas Sarkozy, qui s'y connaît en débat et en force de conviction, avait d'abord répondu sur l'émotion parce qu'elle était trop aveuglante. Vous vous souvenez, Mimi? Je m'en souviens très bien, oui. On va continuer les questions puisque Dany est en pleine forme. Oui, je vous en prie. Bonsoir, Dany. En 68, vous avez fait trembler le général de Gaulle en allant dans la rue avec les étudiants de la Sorbonne. Aujourd'hui, les mouvements de foule ont perdu cette force. On a vu ça avec la manif contre Adopi, la manif pour tous, la manif contre les retraites. Alors, pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, les mouvements de foule sont encore un contre-pouvoir ou que, comme je le pense, le gouvernement n'en a plus rien à faire? Bien que les manifs pour tous aient marqué quand même le... Ça a quand même fait du bruit, hein. Oui, mais la loi est passée. Oui, on est d'accord. Oui, mais 68 aussi est passé. Hein. Je veux dire, on a les mouvements de foule, quand même, 3 semaines après, De Gaulle a gagné les élections. Mais à part ça, les mouvements de foule ont fait tomber le mur de Berlin. Il y a eu des moments historiques dans d'autres pays, il ne faut pas voir, où c'est la foule qui a vraiment changé le cours de l'histoire. Changé le cours de l'histoire. Alors, je ne sais pas, les mouvements de foule ont fait tomber Ben Ali, ils ont fait tomber Moubarak. Alors vous me dites après, oui, mais qu'est-ce qu'il en est devenu? Oui, qu'est-ce qu'il est devenu après 68? Qu'est-ce qu'il est devenu après la Révolution française? Je crois qu'aujourd'hui aussi, il y a des moments historiques où les foules, eh bien, bouleversent l'histoire. Oui, je le crois. Mais on n'arrive pas, c'est pas mathématique. Je peux pas vous dire, rendez-vous dans 3 semaines à 14h40 et vous allez voir ce que vous allez voir. Non, par exemple, dans votre livre, vous parlez des indignés en faisant leur éloge. Vous pensez, enfin, moi j'aime beaucoup les indignés personnellement, mais vous pensez qu'ils vont pouvoir avoir un réel impact sur le gouvernement espagnol et même sur l'Europe en général? Non, je ne fais pas l'éloge. Je dis les indignés nous montrent quelque chose, nous montrent un désespoir. Mais je dis aussi que, comme ça, l'indignation seule ne change pas le monde. Le problème, il est qu'aujourd'hui, il y a indignation et il y a désespoir. On n'y croit pas vraiment. Les indignés, ils montrent leur indignation, mais ils ne croient pas vraiment qu'ils arriveront à changer. Et c'est pour ça que ça tourne en rond. Autre question pour Dany. Oui. Bonsoir. Olympio des jeunes européens fédéralistes de Sciences Po, comme Christelle précédemment. C'est justement par fédéralisme que j'ai voté pour vous en 2009, alors que je ne milite pas forcément dans votre parti politique. Ça explique peut-être les 16% que Europe Écologie a fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvaient pas forcément dans l'écologie politique, mais qui ont aussi voté pour vous par fédéralisme. Et je dois avouer que je suis quand même un peu déçu. Vous étiez un très bon eurodéputé, mais j'espérais, en votant pour vous donner un peu plus de pouvoir politique et pas seulement vous voir finir chroniqueur chez Europe 1, même si c'est très intéressant aussi. Et c'est justement ça ma question. Alors que vous avez toujours eu un projet politique extrêmement clair et précis, le fédéralisme européen et l'écologie politique, pourquoi vous n'avez pas
eu envie ou cherché, pour appliquer ce projet, à avoir des fonctions politiques exécutives en France ou en Allemagne, par exemple ministre, ou en Europe, commissaire? Et pourquoi vous êtes resté un éternel tribun, d'abord 68 Arts, puis eurodéputé, puis maintenant chroniqueur? C'est une bonne question. Hein. Ça exprime bien le mot. Pour être sincère, une vie de ministre, c'est pas ma vie. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est ma capacité peut-être à parler, à produire des idées. C'est aussi une capacité à organiser ma vie différemment. Et que je comprends ceux qui veulent devenir ministres, commissaires, président de la République, chancelier ou chancelière, mais vous êtes enfermés dans un donjon politique. Moi, j'avais un très bon copain, un de mes meilleurs copains, Joschka Fischer, qui était ministre des Affaires étrangères. Mais quand je le voyais, on allait boire un pot ensemble, entouré de ces 4 gardes du corps, je dis, mais moi, je me suicide tout de suite. Être toujours avec 4 personnes, ils étaient très sympas, il y avait 2 femmes, c'était la parité et tout ça, mais c'est pas une vie. Je lui dis, mais quand est-ce que pour la dernière fois tu as été au cinéma? Oh, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je dis, c'est pas une vie. Et moi, si vous voulez, ma productivité, mon imagination, c'est aussi ma vie quotidienne, ma vie de jouer au foot, d'être beaucoup avec nos gosses. Et ça, c'est un choix. Et j'ai pas envie d'être ministre. J'ai pas envie. Je crois que il faut des ministres. Mais il faut aussi des gens qui parlent de la société, dans la société. Si tout le monde a envie d'être ministre, mais qui va parler dans la société? C'est pas possible non plus. Donc voilà, c'est un choix de vie. Alors il y en a qui disent que c'est de la lâcheté. Sur l'histoire de chroniqueur à Europe, c'est marrant. Tous les matins, 3 minutes, de trouver une idée et de... Mais c'est une forme de parler un peu à la société. Je continue à être député. Bon, mais vous avez raison, c'est peut-être de la lâcheté, parce que, vous savez, une vie, c'est aussi ses relations, sa femme, ses enfants, et j'avais pas envie de lâcher tout ça. Oui, sur la chronique, 3 minutes, c'est peut-être pas assez d'ailleurs. Si on veut dépasser le stade du rêve dont se plaignait Minimati, je pense qu'il faudrait un peu plus et il faudrait que vous leur en parlez. Ben, je vais leur téléphoner. On va leur dire de regarder l'émission. Dany, vous parlez de l'organisation de sa vie. Le fait que vous ayez été patraque il y a 2 ans, puis que maintenant ça va, c'est réglé, ça a joué quand même dans votre décision d'arrêter le... C'est vrai. Quand vous apprenez que vous avez un cancer, bon, Buchan, c'était un cancer de la thyroïde, et si déjà il faut avoir un cancer, la thyroïde c'est le mieux parce que vous enlevez la thyroïde et c'est fini. Hein, donc, bon, c'est vrai que ça vous choque. C'est vrai que vous dites, bon, putain, merde, d'accord, j'ai 67 ans, 66, et donc ça me dit, mais comment tu veux vivre? Moi, je crois que là, je me suis posé une question. Je finis mon mandat à 69 ans, j'ai encore une dizaine d'années devant moi à repenser, à me refaire une autre étape de ma vie. Il y a plusieurs étapes de ma vie. Et je ne veux pas finir vraiment dans une chaise roulante au Parlement européen. Bon, alors, il y a un truc de très narcissique. Je veux partir quand tout le monde me dit « Dany, tu dois pas partir ». Je ne veux pas partir quand on dit « Mais putain, pourquoi il n'est pas parti beaucoup plus tôt ?» hein? Alors, c'est vrai, il y a un moment où il faut savoir qu'on arrive, il y a des limites physiques. Il y a des limites physiques qu'on a à un certain âge. Le parlementaire européen, traverser toujours l'Europe, argumenter, prendre les dossiers, je suis président de groupe, etc., je sens la fatigue. Et c'est vrai que, bon, ma femme, qui est enseignante, elle est partie à la retraite, et on a des projets en commun. En tout cas, Dany, dans votre vie, et je le dis pour tous ces jeunes gens qui sont avec nous ou qui nous regardent, il y a une chose qui est un destin extraordinaire, c'est que c'est vous qui avez dit « le summum de ma carrière, c'est son début ». Vous aviez 23 ans, c'est le moment phénoménal de mai 68. Et c'est presque comme un comédien ou une danseuse qui connaîtrait très tôt un succès extraordinaire. Après, il faut vivre avec, en se disant que cette adrénaline, cette émotion à la fois de citoyen, d'étudiant, de jeune homme, il va falloir la retrouver.
Et vous vous démerdez quand même pas trop mal pour la maintenir. C'est gentil, merci. Marie-Agnès, ça va être à vous. Et comme vos deux petits camarades, je vous invite à Alors rejoindre. moi j'ai écrit quelques... Vous avez pris un papier, c'est mignon. Mais vous n'êtes pas obligé de faire 1 minute 30. Oui. Et simplement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de vous? Si je n'étais pas enceinte, le plus simple pour moi aurait été de vous danser ou d'esquisser quelques pas et quelques mouvements pour que vous compreniez tout de suite la danse, le plaisir et la grâce et le ressenti qu'on peut recevoir quand on danse proche de vous comme ça. Je suis danseuse étoile et chorégraphe. Mon métier ne se cantonne pas à l'expression corporelle, comme on pourrait le penser. Quand j'apprends une œuvre, il faut que je connaisse la partition musicale, l'espace. Il y a un dessin qui m'est confié. Il faut que je erre sur le plateau sans accrocher tous mes camarades et tout le corps de ballet. Donc il y a aussi une espèce d'architecture de l'espace. Qu'est-ce que